Bonjour et bienvenue sur Coésie en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la santé. Et nous recevons ce matin Dominique Voynet. Bonjour. Bonjour. Alors, Dominique Voynet, merci d'être présente ce matin. Il y a quelques semaines, quand vous étiez venu sur ce plateau, on parlait des chiffres. Et vous nous disiez, il y a peu de monde en réanimation. Aujourd'hui, d'après les derniers chiffres, il y en a 19. L'heure est grave. L'heure est vraiment grave et ça fait des semaines que nous alertons avec le sentiment de ne pas être vraiment entendus. Bien sûr, l'opinion s'est retournée. Les gens qui nous disaient il faut tout faire pour éviter le confinement se sont mis à nous dire mais qu'est-ce qu'on attend avant de confiner ? Et les gens globalement soutiennent l'idée d'un confinement sans se sentir individuellement obligés de le respecter. Et ce que je constate, c'est que dans les rues de Kaweni, à Mamoudzou, sur la barge, comme vous l'avez montré dans vos images, il y a énormément de monde et pas seulement des gens qui vont travailler. Mais il y a aussi des gens qui vont travailler. Il va falloir expliquer aux chefs d'entreprise que soit leurs agents peuvent télétravailler et ils restent chez eux, soit ils correspondent à des missions prioritaires, assurer la continuité de la distribution de l'eau ou de l'électricité, ou décharger les bateaux au port, et ils viennent travailler. Mais pour tous les autres, ils devraient être chez eux, avec leur famille, en train de respecter une consigne simple, restez chez vous. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans ces trois mots ? Restez chez vous. C'est à cette condition qu'on pourra casser les chaînes de transmission. Alors je vois bien que les mêmes personnes qui me disent aujourd'hui il faut confiner, dans 15 jours vont me dire mais ça ne marche pas le confinement. Si on le fait comme ça ne marchera pas. Et pourtant, on avait bien décrit ce qui risquait de se passer au retour des vacances de l'hiver austral, de l'été austral. Vous avez des gens qui sont rentrés avec du variant sud-africain, de déplacement à l'étranger. Ce variant circule très très vite. Et on a vu effectivement exploser de façon presque exponentielle le nombre de cas. Au départ dans quelques villages, puis sur toute l'île, sur toutes les îles, dans tout l'archipel. Et donc on a beaucoup plus de cas, et même s'il n'est pas censé être plus grave, il touche plus de monde. Donc il touche plus de personnes qui vont finir en médecine ou en réanimation. Quand je dis finir, non, ils ne vont pas finir, ils vont ressortir. Mais une hospitalisation en réanimation, c'est 10 jours, 15 jours parfois. Une hospitalisation en médecine, c'est une bonne semaine. Et donc tous les jours, il y a le flux des patients qui arrivent à l'hôpital, qui contribuent à saturer les lits. Le chiffre que vous avez donné est un chiffre qui ne tient pas compte des évacuations sanitaires opérées vers la Réunion, qui ont explosé depuis quelques jours aussi, parce que on cherche à garder une distance d'avance sur ces hospitalisations pour accueillir dans de bonnes conditions de qualité et de sécurité des soins les personnes qui arrivent à l'hôpital. Donc il faut qu'on ait toujours un lit pour les poser. Et avec l'aide de la réserve sanitaire, on a comme pratiquement 60 personnes de la réserve en ce moment, avec les militaires qui sont arrivés hier, avec 24 heures de retard. Mais enfin bon, ils ont eu une avarie technique à la Réunion, et donc l'avion a été un peu retardé, mais ils sont là. On va pouvoir effectivement répondre, à condition que le robinet soit fermé, à condition que ça s'arrête. Oui, parce que là, quand on voit 19 cas, on sait qu'on est limité en nombre de lits. Il reste combien de lits de il ne reste pas. C'est que d'habitude, on a 16 lits de réanimation. Oui. Là, on a armé jusqu'à 24 lits, puis 30, puis voilà. Et puis après, on coince. On peut aller jusqu'à 32 maximum si on a le personnel pour faire ça. Et là, on parle que des cas de Covid, alors que 19 en réanimation, alors qu'il y a d'autres aussi qui sont présents. Alors, le confinement a un avantage, c'est qu'on a moins d'accidents de la route, moins d'infarctus, moins d'accidents vasculaires cérébraux, parce que les gens ne font pas les mêmes activités. Et donc, il est possible d'espérer, comme lors du premier confinement, qu'on aura moins d'autres situations que le Covid. Mais on en a. Bien sûr. On a, par exemple, en ce moment, le service de néonatologie qui est plein. Ça avait été un petit peu calme à la fin de l'année 2020. Là, c'est reparti. Si on n'avait pas les évacuations sanitaires, on aurait 200% de taux d'occupation. Mais là, le souci, c'est que pour l'instant, les vaccins fonctionnent avec la Réunion parce qu'ils ont encore de la place. Exactement. Ils sont pas encore très touchés. Ils sont touchés, mais pas. Mais comment ça va se passer si le jour ils vous disent « Oh, nous non plus, on n'a plus de place », comment ça va se passer? Alors, là je ne vous cache pas que nos amis de la Réunion n'étaient pas totalement enthousiastes à l'idée de devoir augmenter le nombre de leurs lits alors qu'ils n'ont pas encore trop de Covid et réduire les activités programmées alors que leurs patients attendent aussi de pouvoir venir à l'hôpital pour se faire opérer. Même si ce n'est pas en urgence, on attend, on est gêné, on veut pouvoir venir. Donc ils sont solidaires, ils le font. Et ils accueillent nos patients. Si la situation devait se dégrader à La Réunion aussi, c'est vers la métropole qu'il faudrait se tourner. Et là, on serait vraiment en difficulté. Ça devient compliqué, ça devient très cher, ça devient très compliqué sur le plan des personnels. Vous vous rendez compte, l'oxygène qu'il faut pour transférer un patient pendant 12 heures vers Paris,
et les médecins réanimateurs qui doivent les accompagner, c'est une logistique très lourde. On l'a vu sur les images métropolitaines, dans les transferts en TGV ou en avion, entre régions par exemple. C'est très très lourd. Camar. Alors, Dominique Voynet, quand l'autorité sanitaire envoie les messages, demande aux gens de respecter les gestes barrières, la distanciation, vous l'avez dit, on a le sentiment que les gens ignorent ce qui se passe à l'hôpital, qu'il y a des décès, qu'il y a des gens qui sont gravement malades. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? Tant que c'est pas quelqu'un de sa famille, on s'en fiche. Exactement. C'est ça. Hein, qu'est-ce que là, alors, vous, autorité sanitaire, le préfet, qu'est-ce qu'on peut faire de plus à part envoyer des mais messages? je vais vous dire, hier, j'ai eu 2-3 messages un peu vifs qui me disent « C'est quand même incroyable, vous pourriez nous dire où on peut aller se faire vacciner ?» Mais ça a été publié dans tous les journaux. Ça a été publié dans tous les journaux. C'est sur le site internet de l'ARS. C'est sur Facebook. Je veux dire, est-ce qu'il faut aller tenir la main de chaque citoyen ou est-ce qu'ils peuvent aussi faire l'effort de chercher l'information? Bien sûr. Hein, même chose pour les pharmacies. J'ai un pharmacien qui me dit l'ARS fait n'importe quoi. Les horaires d'ouverture de sa pharmacie pour les tests ne sont pas les bons sur le site de l'ARS. Mais il a modifié ses horaires. Mais est-ce qu'il nous l'a signalé? Vous pensez que j'ai des gens qui vont aller espionner les horaires des pharmacies tous les jours pour actualiser le site? Il faut qu'on pense aussi à transmettre l'information. Donc c'est ce que je fais quand je vais aussi vous voir. Donc faire attention, c'est tout simple. Hein. C'est comme depuis le début. Mettre son masque, pas pour protéger son menton, pour protéger son nez et sa bouche. Bien sûr. Respecter les distances, se laver les mains. On oublie toujours, se laver les mains. Sur la barge, on est dans la promiscuité. C'est un cluster à ciel ouvert, la barge. Voilà, si on continue comme ça. Il faut vraiment qu'on fasse attention. Moi, je n'accepterai pas mais que fait donc l'ARS si les consignes de base qu'on donne depuis des mois, que tout le monde connaît, ne sont pas respectées? Voilà. Alors après, on fait ce qu'on peut et ce qu'on doit pour accompagner les efforts des gens. On rouvre les rampes pour l'eau dans les quartiers. Parce que si on demande aux gens de se laver les mains, il faut qu'ils aient de l'eau. Bon. Et il faut éviter qu'ils aient à se déplacer beaucoup pour aller en chercher. On va remettre en place de l'aide alimentaire. C'est le préfet qui en est chargé et je sais que ça va coûter très cher. Il faut que ce soit efficace. Il ne faut pas se moquer du monde. La solidarité nationale est là. Il faut vraiment saisir cette occasion et respecter les gestes qu'on nous conseille. Alors, Dominique Voynet, la vaccination, on a entendu pas mal de spots qui incitent en tout cas nos aînés à approcher ces centres de dépistage. Au départ, vous l'aviez dit, on n'allait pas commander encore plus de doses que ce qu'on avait parce qu'on voyait que ça prenait petit à petit. Est-ce qu'aujourd'hui, on va augmenter les doses? Est-ce que finalement, le message est passé? Alors, vous savez, j'avais espéré pouvoir utiliser un vaccin moins difficile d'accès que le Pfizer pour qu'on puisse aller à la rencontre des personnes qui peinent à se déplacer, notamment les personnes très âgées, grabataires, impotentes, qui sont souvent à la maison et qui hésitent devant plusieurs heures dans les embouteillages pour aller se faire vacciner dans un centre de vaccination. Je suis un petit peu déçue parce qu'on vient d'apprendre effectivement que le vaccin AstraZeneca, qui est plus facile d'utilisation, pourrait ne pas être assez efficace sur le variant sud-africain. Il a été arrêté en Afrique du Sud. Donc j'attends les informations du ministère de la Santé, mais je suis assez pessimiste sur cette affaire-là. Et pour ce qui concerne le Pfizer, on en reçoit plus aujourd'hui. Mais par exemple, on était hier à Chirongui. Et on me dit, au milieu de journée, on a que 35 personnes qui sont venues se faire vacciner le matin. Et je me dis, quoi? Dans toutes les communes du Sud, où le virus circule à grande vitesse, il n'y a que 35 personnes qui se sont bougées pour aller se faire vacciner? J'y crois pas. J'entends aussi un maire de l'Ouest qui me dit « Ah, mais il faut que mes citoyens aillent se faire vacciner à Sada. Mais vous savez, nous, on n'aime pas trop les gens de Sada. Est-ce qu'on va aller à Sada? Je voudrais mon centre de vaccination dans ma commune. » Là, je rêve, quoi. Je rêve. Je n'ai ni assez de vaccins, ni assez de personnel pour offrir dans chaque commune un centre de vaccination. Donc, clairement, les gens de l'Ouest, ils vont se faire vacciner à Sada. Ils arrêtent de faire des histoires. Voilà. Dès que je pourrai avoir plus de monde et plus de vaccins, j'ouvrirai de nouveaux centres de vaccination. Mais vous pensez quand même pas que je les garde dans les frigos, les vaccins. J'utilise tout ce que j'ai. Et j'en demande plus à Paris. Oui, c'est ce que vous faites beaucoup d'efforts, notamment pour les vaccins, qu'il y en ait plus, des vaccins, qu'il y en ait plus. Est-ce qu'on va arriver à tenir le rythme? Il faut. Moi, j'ai dit à mes équipes, pas de vacances, pas de dimanche, jusqu'à ce qu'on soit sorti de cette affaire.
on était tous là sur le pont ce week-end. Parce que alors pas les personnes qui travaillent dans d'autres, sur la lutte antivectorielle, mais les personnes qui sont mobilisées sur la crise Covid, elles sont très nombreuses, avec là encore des renforts de la réserve sanitaire. On en a demandé. On a 4 médecins, 8 infirmiers pour nous aider sur la campagne de vaccination et sur les campagnes de tests. Et ça nous permet, là effectivement où il y a une demande, par exemple le maire d'Akoua comptait sur les infirmiers de sa commune pour faire une campagne de tests. Elles doivent être trop occupées, avoir trop de patients, donc elles ne peuvent pas le faire. Et aujourd'hui même, au pied levé, du jour au lendemain, effectivement, on lui a trouvé quelqu'un pour sa campagne de dépistage qui commence aujourd'hui. Donc je dis aux gens d'Akoua, allez-y. Non mais quand on voit, Dominique Voynet, tous ces... chaque fois qu'on reçoit maintenant les chiffres de l'ARS, on voit que ça monte. Ça ne descend pas. Mais vous savez, c'est comme les millions ou les milliards. Il y a tellement de zéros qu'on finit par plus faire attention. Là, quand j'ai bien compris, on était à 50 de taux d'incidence début du mois de janvier, puis 100, puis 200, puis 400. Ce matin, on est à 800. Vous vous rendez compte, c'est quelque chose d'absolument considérable. C'est plus que ce qu'il y a eu dans les régions les plus durement touchées de métropole au pic de l'épidémie il y a quelques semaines. Donc la seule solution, c'est quoi? C'est vraiment rester chez soi, de plus bouger. Est-ce qu'on peut y arriver comme ça? Alors, c'est très dur. C'est la saison des pluies, il fait chaud, il y a des moustiques, on n'a pas envie, mais il faut vraiment réduire le nombre de ces relations sociales. J'ai entendu qu'il y avait eu encore un mariage la semaine dernière. C'est interdit. Les maires l'ont soutenu. La prière, c'est à la maison. Les mariages, ce sera plus tard. On aura plus le cœur à faire la fête si on ne doit pas porter des masques et s'empêcher d'embrasser ses amis. Et on n'est pas à ça près. Il faut sauver nos vies, celles de nos anciens. Et j'ai oublié de le dire, mais cette nouvelle vague, elle a une allure vraiment inquiétante. Il y a plus de gens jeunes. Il y a un tiers des patients qui sont à l'hôpital qui ont moins de 50 ans. Ils sont presque tous oxygéno-requérants. Ils ont tous de l'oxygène dans le nez. Mais est-ce que ces gens C'était pas le cas lors de la première vague. Il y a plus de femmes. Il y a plus de femmes jeunes. On a eu une femme enceinte qui est décédée ces dernières semaines du Covid. Franchement, elle est à l'âge d'être enceinte, vous voyez quel âge elle avait. On n'est pas né pour mourir du Covid quand on porte un bébé. Et l'autre chose, on parle Covid, mais on oublie les autres problèmes. La dengue, par exemple. Alors, je touche du bois. La dengue, on n'en a pas pour l'instant. On a eu 2 cas importés et on n'a pas constaté de cas autour de ces cas-là. Mais évidemment, c'est la saison où il faut être ultra vigilant. Donc, évidemment, éliminer les gîtes. Pour se protéger, c'est la base. Et c'est pas l'ARS qui va le faire chez chacun. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. On a de la chance, on a peu de cas de bronchiolite, très peu. D'habitude, c'est l'épidémie. On a peu de cas de grippe. D'habitude, c'est l'épidémie à cette saison. Les gestes barrières, se laver les mains et garder ses distances, ça aide aussi à éviter de transmettre d'autres maladies. Heureusement. Camar. Une question d'un auditeur que je trouve super intéressante, Madame Voynet. La personne me dit qu'aujourd'hui, nos aînés peut-être sont encore réticents pour aller se faire vacciner. Est-ce que dans combien de temps on doit attendre, la population jeune doit attendre à leur tour pour aller se faire vacciner? Mais vous avez vu en métropole. En métropole, on a dit on commence par les plus de 75 ans. Ils sont 4% en métropole. Pour nous, l'équivalent, 4% de la population, c'est les plus de 60 ans. On s'est dit, on va commencer par les plus de 65, parce qu'on a bien vu que les plus de 75, ils sont souvent plus en état vraiment de se déplacer, c'est nous qui devrons aller vers eux. Et puis petit à petit, on va baisser. J'ai bien compris, certains me disent, mais vaccine les jeunes et ça aura un effet d'entraînement. Sauf que je n'ai pas assez de vaccins pour les jeunes. La moitié de la population de Mayotte a moins de 18 ans, donc je n'ai pas assez de vaccins pour eux tous. Par contre, on vaccine les plus de 50, qui sont un peu obèses, qui ont des maladies, et tous ceux qui sont au contact justement des vieux, les personnes qui font de l'aide à domicile pour les personnes âgées, les gens qui travaillent, les agents de la prison par exemple, qui travaillent dans un milieu très confiné, on les vaccine, les professions prioritaires, les agents du port qui déchargent les caisses, si on n'a plus de fret, on est mal, donc on les vaccine. Et les profs, avant la suspension effectivement des écoles, les plus de 50, on les vaccinait. Voilà. Donc petit à petit, on va descendre. Là, on est parti sur 3 semaines de confinement. Quand est-ce qu'on verra la courbe descendre? Quand les gens le respecteront. Je sais bien, mais voilà. au niveau si demain, par exemple, tout le monde reste chez soi. S'il était respecté, on s'était dit il faut 2 à 3 semaines pour casser la courbe. Donc là, on sait déjà qu'on va avoir un mal de chien à la casser, puisqu'il n'est pas respecté. Mais c'est le message que j'aurais envie de passer. Soit on le respecte, on serre les dents, on est efficace, et dans 2 ou 3 semaines, on reprend une vie plus cool.
soit on fait mal, on laisse les choses pourrir sur pied, et on va devoir confiner 5 semaines, 6 semaines, Oui, mais 7 Dominique semaines. Voynet, on a su lors du premier confinement que ça marchait pas, le confinement, que les gens sortaient, les gens qui sont dans les cases en tôle ne peuvent pas rester. C'est très compliqué. Mais alors, le c'est pas confinement à forcément Mayotte. les gens qu'on voit circuler en voiture ou à Baobab, c'est pas les gens des cases en tôle. Je hein. vous le conçois, Ah mais oui. c'est difficile de. Ah oui. On voit qu'à Mayotte, c'est vraiment compliqué que le confinement fonctionne. On l'a vu lors du premier confinement. Mais bien C'est sûr, compliqué. on a vu que c'était respecté 3 semaines. C'est pour ça qu'on s'est dit, en 3 semaines, on peut vraiment casser la courbe. On propose un confinement de 3 semaines. Mais il faut qu'il soit respecté. Vraiment, je pense que le préfet ne tient pas à notre discours. Le recteur ne tient pas à notre discours. On est sérieux 3 semaines ou on est pendant 6 mois. Mais alors, C'est ça que ça veut faire dire. quoi plus de fermeté, parce que là, on voit que les gens sont dehors depuis 3 jours. Je pense qu'il y a un message à repasser aux chefs d'entreprise pour leur dire attention, jouez le jeu du télétravail et de la réduction de l'activité. L'État est au rendez-vous puisque l'État prend en charge le chômage partiel. Évidemment, les chefs d'entreprise, ils préfèrent travailler, ils préfèrent leur activité. On comprend bien. Après, faire ses courses, il y a plein de gens qui sont allés stocker pour des semaines. Effectivement, ils n'ont plus besoin de sortir. Hein. Voilà, donc au moins ça a une conséquence. C'est restez chez vous maintenant. Ceux qui l'ont pas fait doivent sortir vraiment très peu de temps pour aller au Doukabé pour chercher les choses de base et ils restent chez eux. Dans toutes les maisons, il y a un peu de stock, hein, il ne faut pas se raconter d'histoire. Et puis on laisse circuler les forces de sécurité, les agents de santé et tous ceux qui sont indispensables au fonctionnement quotidien de l'île. Il faut qu'on ait de l'électricité, de l'eau, il faut que les poubelles soient ramassées, ça oui, mais pour le reste, pitié, arrêtons. Alors, Madame Voynet, il y avait cette polémique au début de notre confinement au mois de mars dernier. On ne savait pas trop par rapport au masque. Il faut le porter, il ne faut pas le porter. Après, il y a eu, on peut les saluer encore, nos artisans qui nous ont dépanné les masques en tissu. Aujourd'hui, on nous dit... Et l'État qui a fourni 800 000 masques quand même. Exactement. Voilà. Mais aujourd'hui, est-ce que finalement, avec des familles des fois très précaires, est-ce que porter quand même un masque en tissu en attendant de trouver un masque Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. C'est quand même important. Évidemment, en métropole, où vous avez des lieux, par exemple, où vous avez une densité de personnes entassées dans le métro ou dans le RER à Paris, qui justifie qu'on prenne toutes les précautions. Ici, si on respecte les gestes barrières élémentaires, on n'a pas forcément besoin d'un masque chirurgical. Je ne devrais pas le dire, puisque la consigne, c'est de porter un masque chirurgical. Mais un masque en tissu, moi, j'en porte encore dans ma vie quotidienne. J'en porte encore, et quand je peux respecter les distances. Si je vais à l'hôpital, je vais mettre un masque chirurgical, je vais faire très attention de ne toucher personne ni rien, pour ne pas contribuer à colporter éventuellement le virus. Mais pour autant, le masque en tissu, on le voit, le réflexe des gens, et moi je l'ai fait Mais aussi. si on fait comme ça, ça sert à rien. Mais c'est de le mettre dans la poche Oui. et de le ressortir pour rentrer dans le magasin et de le remettre dans la poche. Et ça se fait. Mais on le fait tous. On le fait tous. Même moi, là, je vais de rentrer, là, je l'ai posé, je l'ai touché. Normalement, il devrait être jeté. Mais alors, si on va à l'hôpital et qu'on veut respecter les règles d'hygiène, on le jette, on change de masque à chaque patient à l'hôpital. Par contre, dans la vie quotidienne, ça évite, même si c'est moyennement efficace, c'est moins bien, mais ça évite au moins les postillons que vous allez envoyer sur votre voisin. Si vous êtes dans la barge et que vous ne pouvez pas au moment de la sortie, évitez de sortir. Quelqu'un qui est même vous avez une allergie, ça vous pique le nez, vous éternuez, ben hop, vous avez 10 000 petites gouttelettes qui sont parties. Et vous avez ça, même si vous l'avez touché, c'est mieux que rien. C'est toujours mieux que rien. Au début de la pandémie, vous vous souvenez, on voyait des femmes qui mettaient le foulard autour de la bouche. Foulard, bien sûr. Voilà. Ça ne sert à rien pour éviter de se contaminer. C'est-à-dire que si le foulard, on l'a posé sur une surface où il y a du virus, ça ne sert à rien. Mais ça protège quand même. Si tout le monde porte quelque chose sur son nez, sa bouche, ça protège vraiment. Oui, et puis après... Et les mains, je vous assure. Regardez voir. Une personne vaccinée, déjà, elle met 2 semaines avant de fabriquer des anticorps. On a à l'ARS un médecin qui a été vacciné, qui a fait le Covid, juste après. Hein. Donc, il faut 2 semaines pour commencer à fabriquer des anticorps. Mais vous êtes vacciné, vous n'avez pas de forme de Covid ou pas de forme grave de Covid. Mais vous allez toucher une poignée de porte où quelqu'un a laissé du virus. Et si vous-même, vous ne faites pas attention, vous pouvez le transmettre, ce virus. C'est pas parce que vous êtes vacciné que si vous touchez quelqu'un, vous n'allez pas transmettre le virus. Il y a une polémique, ça fait la une du journal de La Réunion ce matin. Les parents d'élèves vont au créneau parce qu'ils obligent maintenant les gamins à l'âge de 6 ans de porter un masque. Est-ce que vous comprenez le fait de porter un masque à l'âge de 6 ans ? Moi, je ne comprends pas.
Je ne comprends pas. Je constate qu'on le propose parce qu'on a vraiment peur. Hein. On a vraiment peur. Et je suis étonnée qu'ici à Mayotte, on n'ait pas peur. Parce que partout ailleurs, effectivement, si on prend ces mesures de précaution, c'est pas pour embêter les gens. C'est parce qu'on pense qu'elles peuvent être efficaces. Mais je vois aussi que ceux qui portent pas le masque aujourd'hui, c'est les ados. Ah ben, je suis au-dessus de ça. Hein, c'est l'âge où on aime prendre des risques. J'ai pas envie de mettre mon masque. Au collège, ça commence. J'ai pas envie de mettre mon masque. Il faut que l'enseignant rappelle 10 fois ton masque sur le nez, pas sur l'oreille, etc., etc. Et les petits, je crois que c'est un défi impossible. On peut toujours leur conseiller de le porter à l'école, plus pour des questions de responsabilité ou pour les sensibiliser. Mais ils vont jouer, ils vont se rouler par terre avec des copains, ils vont aller à la mer, ils vont s'essuyer. Évidemment, c'est des enfants. Voilà. Vous aviez mis le projecteur, Dominique Voynet, sur la commune de Bouéni, qu'ils ont vécu le couvre-feu avant le confinement, et Dzaoudi l'abattoir. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des chiffres? Est-ce qu'on a vu chez eux la situation s'améliorer? Alors, je ne les connais pas par cœur, chiffres frais du jour. En une semaine, ça allait déjà mieux à Bouéni. Même si dans les 2 villages de la commune où il y avait le plus de Covid, il y en avait encore beaucoup. Hein. Mais ça allait déjà mieux à Bouéni et l'équipe municipale et tous les citoyens de Bouéni ont fait des efforts, vraiment. Dzaoudzi, ça se tassait un peu. Mais c'est vrai qu'il y a une densité de population sur Petite Terre qui fait que c'est plus compliqué. Et Pamandzi, ça continue plutôt à monter en fin de séquence. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de confiner avec le préfet. C'est le préfet qui produit l'arrêté, mais on en a discuté ensemble. On a défendu l'idée qu'il fallait le faire parce que on voyait le virus se diffuser sur toutes les communes. Au début, il y avait des communes où il n'y avait presque pas. Et là, les gens bougent d'une commune à l'autre, d'une fête à l'autre, d'une famille à l'autre, d'un magasin à l'autre. Et en quelques jours, le variant sud-africain s'est imposé partout. Je terminerai par ça, Dominique Voynet. Est-ce que vous comprenez, pour la culture notamment, que en métropole, j'en parle, les cinémas, les théâtres soient fermés, alors que c'est des endroits où ils disent qu'il n'y a pas de cluster parce que les gens sont assis, respectent les gestes barrières. Vous comprenez leur colère. De même chose ici par rapport à Mayotte, aux restaurants qui, eux, respectent les gestes barrières strictement, où il n'y a pas de cluster, on leur dit de fermer. C'est vrai. On n'a eu aucun cluster sur un restaurant. Aucun. Donc, vous comprenez leur colère. Mais je comprends surtout que si on dit confinement, ça veut dire que les gens restent chez eux. Et s'ils vont au restaurant, ils ne restent pas chez eux. Ils sont sur la route, ils circulent, ils vont s'arrêter prendre de l'essence, ils vont évidemment socialiser. L'idée, c'est de réduire le nombre de contacts sociaux qu'on peut avoir. On réduit le nombre de contacts sociaux à l'indispensable. Les relations qu'on a avec ses petits-enfants, avec ses vieux-parents, voilà. Ça, et avec un masque avec les vieux-parents. Parce que sinon, voilà. Mais je crois vraiment... oui, c'est dur pour les restaurateurs, les aides d'État sont là, c'est dur surtout pour leur personnel, parce qu'un certain nombre d'entre eux n'ont pas que du personnel totalement officiel, on le sait bien, des fournisseurs, etc., etc. Bien sûr, c'est dur pour tout le monde, je le comprends absolument. Donc votre message ce matin, c'est... Mais par solidarité pour ceux qui en bavent aujourd'hui, il faut vraiment rester chez soi, parce que c'est comme ça que le confinement sera le plus court possible, qu'on pourra reprendre une activité correcte, déconfiner dans de bonnes conditions. Moi, je pense aussi aux soignants à l'hôpital. Vous savez, les gens en réa, ils n'aiment pas voir mourir quelqu'un de jeune dans un de leurs lits. Et pas non plus quelqu'un de vieux, d'ailleurs. Mais voilà, ils n'aiment pas. Et aujourd'hui, ils vivent une situation très dure. Et je crois qu'il faut qu'on soit aussi conscient de cette réalité-là. Mais il y a des personnes âgées qui, en métropole, lèvent le ton en disant « Laissez-nous mourir et place aux jeunes ». Mais ils sont dans un EHPAD. Ils sont dans un EHPAD. Ils ont 98 ans et ça fait 10 ans que leurs enfants ne sont pas venus les voir. Donc ils disent « Foutez-nous la paix ». Mais ici, à Mayotte, les vieux, ils sont dans leur famille, ils sont entourés. Donc on arrête de... Et puis ils sont beaucoup moins nombreux. Et moi, je préférais qu'on leur demande leur avis. Est-ce qu'ils ont envie de mourir, eux? Si ils me disent, j'ai le Covid, mais je veux rester chez moi pour mourir avec les miens, je prends le risque, il est respecté, ce risque. On les hospitalise pas de force, d'accord? Mais on décide pas à leur place. Quand on crache du virus partout, c'est comme si on décidait à leur place, c'est pas bien. Merci Dominique Voynet d'être venu ce matin, et sans langue de bois, et ça fait du bien. C'est tout pour ce temps de parole, vous avez compris, restez chez vous.